Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Depuis quelques années, il y a un mot qui vient des States, qui s'est installé dans le débat public en France, et ce mot c'est woke, c'est le wokisme. Et dans cette vidéo, je vais faire la critique du wokisme, et je vais tenter de sensibiliser, notamment les plus jeunes d'entre vous, aux dérives du mouvement, à ses méthodes discutables et à ses buts cachés. Et démarrer une critique du wokisme, c'est pas forcément facile. Parce qu'évidemment, l'idée officielle du mouvement woke, celle qui le motive, elle est plutôt louable à la base. L'idée de rester vigilant face aux injustices sociales, au racisme, aux discriminations, aux violences de genre, etc., ça paraît légitime. À première vue, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Je veux dire, moralement, le truc est assez inattaquable. Et d'ailleurs, je comprends assez bien qu'un jeune Français, qui sort d'une famille un peu progressiste comme ça, un peu chamallow sur le plan politique, un jeune qui a peu de culture politique en fait, soit assez vite séduit par le wokisme et se met tout d'un coup comme ça à coudre des patchs arc-en-ciel et frigaza sur son cartable. Il va le faire en toute bonne foi, tu vois, en toute innocence, vraiment. Parce qu'encore une fois, la lutte pour la justice, ça fait envie. T'as envie d'en être. T'as envie de foutre ta cape de super-héros et d'aller toi aussi défoncer les méchants avec les autres justiciers, c'est normal. Mais ce que tu sais pas quand t'es jeune et que t'as aucune culture politique, c'est que le wokisme, dans sa version militante, dans sa version radicale, et d'ailleurs faut comprendre qu'il existe en fait que dans cette version, parce que c'est un dogme. Il n'y a pas en réalité de wokisme modéré, ça n'existe pas. Sinon on appelle ça progressisme en fait. Et donc j'allais dire que quand t'as pas de culture politique, tu sais pas que le wokisme s'oppose au modèle universaliste français, qui est un modèle de société, un modèle d'égalité abstraite, qui est censé encore avoir cours sur le territoire français. Alors, le modèle universaliste français, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les citoyens sont égaux en droit, indépendamment de leurs différences, quelle que soit leur origine, leur religion, leur sexe, leur couleur de peau et leur marque de bière préférée, tu vois. L'État ne reconnaît que des individus et pas des communautés. Et ça, c'est fondamental à comprendre si tu veux comprendre tout le reste. Parce que les jeunes qui pensent que tous les gens au-dessus de 40 ans en France sont racistes, xénophobes, misogynes, homophobes, conservateurs, et que c'est pour ça qu'ils peuvent pas encadrer le wokisme, ils se gourrent. C'est pas le conservatisme qui fait que plein de gens se méfient de ce mouvement et le voient d'un sale œil. Ce qui les gêne en fait, c'est que le wokisme vient chier dans les bottes de l'universalisme qu'on a hérité de la Révolution française. Le wokisme vient ressortir sur la table tous les particularismes, alors qu'on les avait débarrassés de la nappe en 1789. On avait dit, maintenant, l'universalisme va transcender les particularismes pour construire une nation unie. Si aujourd'hui, en France, on ne collecte pas de données ethniques ou religieuses sur la population, c'est à cause de l'universalisme républicain. Les politiques publiques s'adressent à tous de manière identique. En France, le communautarisme, ça passe pas. On n'est pas sur le modèle différentialiste américain. Ici, les revendications identitaires, ça fait chier tout le monde. La nation française n'est pas fondée sur le multiculturalisme, mais sur l'assimilation. Ici, en principe, et je dis bien en principe parce que dans les faits, ça fait bien longtemps que c'est fini, mais sur le papier, t'es français avant d'être autre chose. Ton appartenance à la nation française passe avant tes croyances religieuses, avant ton orientation sexuelle ou tes origines ethniques. C'est ça le modèle assimilationniste français. Tu vois, après, on en pense qu'on en veut, on peut en discuter. Mais là, c'est pas l'objet. Là, ce que j'essaye d'expliquer, c'est le côté incompatible du wokisme avec le modèle universaliste républicain. En théorie, l'identité nationale passe au-dessus des identités particulières. La sphère publique doit être neutre. Et les différences culturelles, et là, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est quelque chose de fondamental, les différences culturelles sont considérées comme des affaires privées. C'est ta life. C'est pas des critères d'action publique. La nation se plie pas à tes exigences privées. Ta religion, ta sexualité, ton régime alimentaire, tes susceptibilités idéologiques, ça regarde que toi. C'est ton problème. Voilà donc un premier souci, un souci de cohérence culturelle donc, qu'on rencontre avec ce mouvement ici en France. Mais ça s'arrête pas là les copains, c'est pas le seul souci qu'on a avec le wokisme. Une idéologie, je le rappelle, importée des États-Unis. J'adore les USA, mais des fois, faudrait quand même trier ce qu'on décide d'importer de chez eux, ce serait plus prudent.
Le second truc dont je voudrais parler, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hypervigilance morale. Faut arrêter de croire que surréagir à la moindre forme de discrimination supposée, c'est une bonne chose en fait. Parce que l'effet que ça a sur la société, c'est que ça la divise en deux camps. T'as les oppresseurs d'un côté et les opprimés de l'autre, tu vois, les dominants et les dominés. Alors, ça rend le monde facile à comprendre, c'est pratique, hein, pour ceux qui aiment pas trop réfléchir, c'est parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça marche en vrai. Mais finalement, ça rend le monde invivable. Tu n'as plus de dialogue, t'as que de la suspicion partout. Il n'y a plus aucun désaccord possible, il n'y a que de la mise en accusation directe. Au lieu de juger quelqu'un en fonction de ce qu'il fait, de le juger sur ses actes réels, on va le juger selon le groupe auquel il appartient, selon sa couleur de peau, son sexe, son orientation, sa religion, son statut social. Soit en tant que potentiel oppresseur, soit en tant que potentiel victime. Résultat, ça donne une société fragmentée, une société éclatée. Tout le monde se replie sur son identité supposée, sur son identité imposée, et plus personne cherche un terrain commun. Et tu le sens ça. Tu sens qu'on est dans une logique de confrontation permanente. Le fameux vivre ensemble, là, hein, qu'on entendait encore partout il y a quelques années, on n'ose même plus le dégainer, ce terme rhétorique à la con. Parce qu'on sait, le débat citoyen, c'est fini. Maintenant, c'est officiel, on s'affronte entre catégories sociales, entre groupes ethniques, entre sous-cultures, entre genres. Et c'est ça le wokisme. C'est pas je me teins les cheveux en rose, je monte sur une licorne et je vais pourfendre l'injustice. Non, c'est de la polarisation sociale. C'est de la polarisation et de l'essentialisation. Et vraiment, j'insiste sur ce terme-là parce qu'il est lourd de conséquences. L'essentialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement woke réduit l'identité humaine à une poignée de caractéristiques sociales. Genre, orientation, couleur de peau, appartenance culturelle. Mais un être humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas juste une couleur, plus une culture, plus un genre. C'est pas juste un oppresseur ou un oppressé. C'est infiniment plus que ça. Là, on enferme les individus dans des catégories. On fait, en fait, comme si les êtres humains n'étaient pas capables de se définir autrement que par leur appartenance à un groupe. On nie l'individualité, en fait. Un homme blanc hétérosexuel, bam, c'est forcément un représentant du système oppressif. Une femme noire, bam, c'est forcément une double victime, parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire. Double victime, donc moralement intouchable. Tu vois la logique? Ben non. En fait, c'est simplement deux homo sapiens, libres et égaux en droit. Et la seule chose sur laquelle on peut les juger, c'est sur ce qu'ils font. Pas sur ce qu'ils portent, pas sur ce qu'ils disent, pas sur les minorités qui sont censées représenter. Juste sur ce qu'ils font, sur leurs actes, leur comportement. Donc l'approche soi-disant émancipatrice, là, c'est de la connerie en fait. Ça finit par produire des nouvelles formes d'injustice et d'exclusion, alors qu'à la base, c'est ça que ça combat quand même. C'est dommage. Regarde la cancel culture, ça c'est un autre truc dont il faut parler 2 minutes. La cancel culture, c'est un nouveau mot à la mode qu'on a trouvé pour remplacer totalitarisme en fait. Dès que tu tiens des propos qui sont jugés inacceptables par le tribunal populaire, bim, t'es marginalisé, t'es discrédité, t'es effacé. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais tant mieux, c'est bien que les gens qui tiennent des propos haineux, racistes, homophobes, islamophobes, antisémites, soient mis au banc de la société. C'est une bonne chose. Il est où le problème? Le problème, c'est qui décide de ce qui est raciste, haineux, homophobe, etc. Qui fixe où commence et où finit le racisme? Qui décide de ce qu'on a le droit de dire ou pas? C'est la loi? C'est-à-dire la volonté collective? Ou c'est les groupes idéologiques militants? Qui définit le mieux ce que sont les choses? C'est la science? Ou c'est la police autoproclamée de la pensée? Aujourd'hui, si tu dis qu'une femme, c'est un adulte de sexe féminin, tu peux être taxé de transphobie. Si tu dis que les OQTF doivent être strictement appliqués, tu peux passer pour quelqu'un d'inhumain. Oser dire que l'islam est la religion la plus meurtrière aujourd'hui, c'est islamophobe. Oser dire que le racisme est pas systémique en France, que c'est un fantasme, t'as pas le droit, parce que ça remet en cause le dogme.
La cancel culture, c'est pense comme on te dit de penser, ou ferme ta gueule et disparaît. On cherche pas à comprendre ou à discuter, on cherche à faire taire. Les universitaires qui sont pas conformes au dogme, on annule leur conférence, tout simplement. Le mec qui a sorti une connerie sur ses réseaux il y a 15 piges, il est rattrapé par la patrouille. Même si le gars a prouvé depuis, par son comportement, que c'était un propos malheureux, comme on en a tous. Non, il va se faire crucifier. Regarde un truc comme le déboulonnage des statues. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, mais par exemple, à Bristol en 2020, des gens ont démonté la statue d'un certain Edward Colston et l'ont balancé dans le port. Parce que le gars avait été négrier au XVIIe siècle. Alors j'ai rien contre cette action en particulier. L'indignation contre l'esclavage, c'est un truc évidemment légitime. Que certains prennent un coup de sang et abattent des statues, c'est plutôt sain. Moi, ce qui me pose problème, c'est le raisonnement, ou plutôt le non-raisonnement, qui se cache derrière ça. Quand tu vas chez le psy, t'y vas pas pour que le psy t'efface la mémoire. Au contraire, t'y vas pour qu'il t'aide à dépasser tes traumas et à vivre avec. Personne a envie de se faire effacer la mémoire. Et bien l'histoire c'est pareil. Si tu veux avancer sereinement, une société qui veut avancer sereinement, elle doit apprendre à dépasser ses traumas et à vivre avec. Si elle les planque sous le tapis, elle avance pas. L'histoire est faite d'invasions, de conquêtes, de colonisation, de guerres, de tortures. Alors, pas que ça, bien sûr, hein, il y a d'autres composantes qui sont moins violentes, on est d'accord, mais si tu te lances dans une quête pour effacer le côté sombre de l'histoire, tu te lances dans une quête sans fin. Et même si tu arrives à finir, admettons, bah tu te rendras compte à la fin que tu as tout effacé en fait. On peut pas juger le passé avec nos critères moraux d'aujourd'hui. C'est pas possible. On peut pas dissimuler l'histoire, on peut pas la planquer. On en a besoin pour réfléchir de l'histoire, pour comprendre les choses dans une perspective historique. Et ceux qui pensent qu'ils vont corriger les injustices du passé en les effaçant, bah tout ce qu'ils font en fait, c'est restreindre la liberté d'expression et appauvrir un peu plus le débat public. C'est tout. En plus, faut bien comprendre que derrière cette volonté de purifier l'histoire là, de censurer certains classiques, de boycotter des œuvres, de cancel des artistes, bah il y a une entreprise de déconstruction radicale. Le but de tout ça, c'est pas corriger les inégalités en vérité. Le but de tout ça, c'est délégitimer toutes les structures symboliques qui fondent la société et qu'on a hérité de l'histoire justement. La famille, la nation, l'école, le marché, le droit, les normes, le langage lui-même. Tout est considéré comme socialement construit, donc suspect, donc à déconstruire. Alors, c'est bien beau de déconstruire ce que la civilisation a mis des milliers d'années à pondre, mais tu reconstruis quoi derrière? Une fois que tu as tout cassé, les normes, l'autorité, les repères, la continuité historique, tu proposes quoi comme monde, comme modèle de société? Non, parce que zéro injustice, zéro inégalité, zéro discrimination, c'est pas un projet, hein. C'est une utopie totalitaire. En réalité, le wokisme a pas de vrai projet, si ce n'est déconstruire. C'est de la critique déconstructive, c'est de la critique stérile. Et la critique stérile, c'est le propre des gens qui ont adopté une mentalité de victime. Tu sais, ces gens qui se plaignent de tout et qui pensent que le problème vient toujours des autres, mais jamais d'eux. C'est des gens qui passent leur vie à critiquer les autres, la société, le monde, mais qui prennent pas leur part de responsabilité dans ce qui va pas. Et du coup, ils estiment que c'est systématiquement à la société de résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est symptomatique du wokisme. Le problème vient jamais des individus, c'est toujours les structures sociales qui vont pas. C'est le patriarcat, c'est le racisme, c'est l'hétérosexisme, c'est le capitalisme. Bien sûr que ces phénomènes existent. Bien sûr qu'on peut pas les nier. Je veux dire, faut être lobotomisé pour pas voir que les structures sociales ont un rôle déterminant dans la vie des individus. Mais quand tu réduis toutes tes souffrances ou tous tes échecs à une cause extérieure, tu nies ta part de responsabilité. Et si tu nies ta part de responsabilité, tu nies aussi ta liberté. Tu deviens en fait dépendant à la plainte, à la pleurniche, au ressentiment. T'es plus acteur de ta vie, t'es une victime du système. On ne peut pas exiger de la société qu'elle s'adapte à chaque sensibilité individuelle, c'est pas possible. C'est une logique infantilisante et ça dédouane les gens de leurs responsabilités.
Aujourd'hui en France, il y a des personnes qui se disent victimes de racisme systémique alors qu'elles-mêmes ne font aucun effort d'intégration et ne respectent pas le mode de vie occidental. Aujourd'hui en France, il y a des féministes qui se plaignent de l'oppression patriarcale alors qu'en fait elles méprisent juste les hommes à cause de leur histoire personnelle, parce qu'elles ont eu des problèmes avec leur papa, avec leur ex-mari, avec des hommes dans leur vie. Faut pas demander réparation à la société quand le problème vient de toi. Et j'ai pas l'intention de faire une vidéo trop longue aujourd'hui, c'est la toute première de cette chaîne, on peut plus dire rien. On va y aller mollo, donc j'aborde un tout dernier point et je conclus. Il y a un truc plus subtil, mais encore plus redoutable dans le wokisme que tout ce dont on vient de parler, et ce truc, je vais l'appeler la disparition de la vérité commune. Alors, je m'explique. Dans la vision du monde woke, la vérité, elle est plus universelle, elle est située. Autrement dit, il n'y a pas une réalité commune qu'on partage tous, mais une multitude de réalités parallèles comme ça, qui sont toutes également légitimes. Pour le wokisme, chaque groupe social a sa propre expérience du monde, sa propre lecture du réel et sa propre vérité. Et, écoutez bien, puisque toutes les vérités se valent, plus personne n'a d'autorité pour en défendre une qui dépasserait les autres. On prend toutes les valeurs humaines et on les met sur un plan horizontal. Concrètement, ça veut dire quoi? Les cultures se valent, les œuvres d'art se valent, les langues se valent, les civilisations elles-mêmes se valent. On ne peut plus juger, on n'a plus le droit de juger, on n'a plus le droit de dire A est mieux que B, parce que hiérarchiser, c'est forcément discriminer, et discriminer, c'est interdit. Si tu dis qu'un poème de Victor Hugo vaut plus qu'un graffiti de trottoir, c'est pas bien, parce que tu reproduis une domination symbolique. Si tu dis qu'en tant que pratique culturelle, le skateboard est préférable à l'excision, eh ben c'est de l'arrogance culturelle et de l'ethnocentrisme. Mais si tout se vaut, plus rien n'a de valeur. Si toutes les œuvres se valent, il n'y a plus d'excellence. Si toutes les cultures se valent, ça veut dire que le mot progrès n'a pas de sens. Et surtout, si toutes les opinions se valent, ça veut dire que la vérité, ça n'existe pas. C'est une illusion. Et quand plus rien n'est au-dessus de rien, quand t'as plus d'échelle commune pour juger de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est juste, la société perd le langage commun qui permet aux gens de se comprendre. Game over. Chacun reste enfermé dans sa petite bulle de perception, dans sa vérité personnelle, et il n'y a plus de conversation collective. C'est ciao, c'est poubelle. Ça veut dire que le relativisme radical a gagné, et aussi qu'il n'y a plus de société. Il reste juste une juxtaposition d'ego, et plus personne est capable de dire ce qui est vrai, ce qui est juste, ou ce qui est bon. Le débat sert plus à chercher la vérité, il sert à imposer sa vérité. Mais dans un monde comme ça, elle est où la raison? Elle est où la démocratie? Non, parce que pour que des humains partagent un même espace, il faut qu'ils puissent s'accorder sur des faits, sur des principes, sur des valeurs. Sinon, ça marche pas. Et une triste démonstration du fait qu'on ne peut pas relativiser toutes les valeurs et les considérer comme toutes légitimes, c'est les panneaux de revendication qu'on peut voir dans certaines manifs woke. Tu sais, les panneaux sur lesquels c'est marqué queer contre l'islamophobie, par exemple. Est-ce que la communauté queer réalise quel sort l'islam leur réserverait si on le laissait faire? Est-ce qu'ils ont une vague idée de l'absurdité de leur soutien de principe à une religion qui n'a qu'un seul souhait, c'est de les jeter du haut d'une falaise? Vous voyez l'absurdité du relativisme radical? Vous voyez où ça mène, cet état d'esprit, cette mentalité? Vous vous faites pas avoir par leur discours. Et là, je m'adresse surtout aux jeunes. Faites attention. La vigilance morale, quand ça devient un dogme, c'est pas bon. Quand tu commences à te servir de l'indignation comme d'une arme politique, c'est pas bon. La compassion, c'est pas une idéologie, c'est un choix personnel. Faut comprendre que les bonnes intentions, elles se retournent souvent contre elles-mêmes. Tu crois libérer des gens, des pays, des peuples, et tu les enfermes. Tombez pas dans le piège d'un mouvement soi-disant tolérant, mais qui en fait atomise la société en 36 sous-groupes concurrents.
Tous les citoyens français sont déjà libres et égaux en droit. Le travail a déjà été fait. On n'a pas attendu le wokisme pour émanciper les femmes, reconnaître la légitimité des couples homo, créer la sécurité sociale, les congés payés, l'école gratuite, l'accès aux soins et à l'éducation pour tous, le salaire minimum, le droit syndical et j'en passe. Le taf a été fait par des gens qui n'avaient pas les cheveux roses et qui utilisaient que les pronoms du dictionnaire. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire et que tout va bien. C'est jamais le cas, dans aucune société. Ça veut dire que la surréaction permanente, les revendications grotesques et le communautarisme revendicatif sont contre-productifs. Ils sont dangereux pour la communauté nationale. Tombez pas dans le piège de la cancel culture. Arrêtez de jouer à la Gestapo. On a déjà des lois en France qui font qu'on ne peut pas dire certaines choses, qui encadrent déjà la liberté d'expression. Donc, pas besoin d'en rajouter une couche. On n'a pas besoin d'une milice civile qui vérifie en permanence que tout le monde pense comme il faut. Si tu estimes que quelqu'un a dit de la merde, alors réfute-le de manière argumentée, à l'ancienne, à la Socrate. Pas besoin de cancel qui que ce soit. Tombez pas dans le piège des étiquettes qu'on vous colle. Vous êtes un être humain avec plein de facettes différentes. Vous n'êtes pas juste une origine ethnique, une couleur de peau, une religion ou une orientation sexuelle. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous laissez pas enfermer dans une identité restreinte qui dit rien de vous au final. Une identité qui est juste là pour vous opposer aux autres, en fait. Bien sûr que ce qui fonde l'ordre social à la base, c'est les luttes de pouvoir. On le sait ça, et c'est bien de le garder toujours à l'esprit, mais faut pas que ça devienne non plus du nihilisme. Faut pas dire oui, puisque tout est lutte de pouvoir, alors les valeurs intellectuelles et morales n'existent pas, l'idéal collectif n'existe pas, etc. C'est pas vrai. Faut reprendre le goût du possible, les copains. Déconstruire, c'est bien. Construire, c'est mieux. Si tu te sens victime d'un système oppressif, alors apporte ta contribution pour essayer de l'améliorer. Construis. Apporte ta pierre à l'édifice, participe positivement à la société. Tout reste à faire. Il y a encore plein de rêves à réaliser. On est tous à la fois acteurs et victimes du système. Tous. C'est à toi de décider quel rôle tu préfères incarner. Et te laisse pas avoir par des gens qui prônent la tolérance, mais qui en fait rêvent de destruction. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, commentez la vidéo, partagez-la, enfin vous connaissez le principe. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur On peut plus dire rien. Merci de m'avoir écouté.